Enregistrer tout le monde. Donc, c'est vraiment une première pour nous. Donc, c'était toute une organisation. Et puis, c'est grâce à mes acolytes, Claude, Dominique, Yannick, qui se cachent au travers les jeunes, et à nos routiers qui ont mis ça sur pied. Donc, Rosalie, Mélina, Gabriel, qui a participé, levez donc la main, là, ceux qui ont participé beaucoup à la présentation de ce soir. OK? Donc, c'est une organisation de longue haleine. On est très content d'être ici avec vous. Donc, on vous présente les routiers et les pionniers, une partie des pionniers, parce qu'on en a une bande de pionniers qui sont en arrière, les futurs à faire les présentations, qui ont décidé de vivre un voyage au Costa Rica l'été dernier. C'est un rêve qu'ils chérissaient depuis des années. Ils ont commencé par connaître qui ils étaient, parce qu'il faut comprendre. Alors, on dit bonjour aux scouts du Triangle. Geneviève, tu peux aller, tu peux suivre eux ou tu peux aller t'asseoir là. C'est comme tu veux. Tu peux aller avec eux aussi, c'est toi qui décides. Salut la belle gang du Triangle. Vous êtes en retard. C'est le grand Lévis, t'as raison. On vous aime pareil. Merci d'être là. On est vraiment contents, tout le monde. Donc, je reprends. Alors, les scouts, pour ceux et celles qui ne connaissent pas tant, la maîtrise aux pionniers, c'est de découvrir qui nous sommes dans ce grand monde. Et rendu routier, on va davantage vers la communauté. Donc, c'est un mélange de ces deux méthodologies-là qui a donné un voyage au Costa Rica, puisque dans les années précédentes, on a fait des camps à l'interne ici au Québec. Les jeunes font des belles progressions sur eux-mêmes, sont allés aussi pour plusieurs dans l'Ouest canadien pour connaître un peu notre pays et connaître la façon de penser. On se souvient la réconciliation qu'il y avait pendant le temps de la COVID. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu découvrir en premier. Et par la suite, ils ont eu envie de voir comment c'était en dehors de notre pays, en dehors dans une culture qui allait les déstabiliser. Et c'est ce qu'ils vont vous raconter aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous présenter ces beaux jeunes, les routiers et les pionniers du 129e. Bonne présentation à tout le monde. Donc, pour faire suite un peu à Esther, pourquoi on a choisi l'international? C'est surtout pour sortir d'une zone de confort. On est allé dans l'Ouest canadien, les Rocheuses, c'était quand même un peu déstabilisant. Mais aller en Amérique latine, dans une langue différente, une culture contraire à la nôtre, puis surtout une langue qui n'est pas la nôtre, c'était aussi une grosse zone de déstabilisation. Puis on voulait aussi ouvrir notre esprit, voir d'autres manières de vivre dans le monde. Je vais laisser la parole à Ludo. Donc là, bien sûr, avant de partir, il faut déjà connaître notre destination. On a fait affaire avec AVES, une association à but non lucratif, pour faire notre stage. Donc, ils nous ont proposé plusieurs pays dans lesquels ils étaient déjà établis. Et là-dedans, il y en a deux qui sont ressortis du lot, le Costa Rica et l'Équateur. Donc là, pour faire notre décision, on a séparé, on a fait deux groupes qui allaient chacun présenter leur pays en donnant les avantages, les activités qu'on allait faire là-bas, etc. Et la décision qui en est ressortie suite à cela, c'était qu'on partait en Équateur. Et oui, là, c'est un peu bizarre, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. On va vous le dire par la suite, on a eu un changement de destination. Donc, on a décidé l'Équateur, oui, parce que déjà, c'était un peu moins cher, parce qu'on avait déjà une année financière assez chargée, beaucoup d'activités de financement à faire. Ça nous permettait d'être légèrement soulagés. Mais surtout parce que c'est un super pays avec un territoire magnifique, rempli de montagnes, avec des sentiers de randonnée incroyables. Et ça, les sentiers de randonnée, c'est super pour les scouts, on aime ça. Mais pas seulement, des super paysages aussi, une capitale en pleine effervescence et un marché qui était de renommée, qui nous a vraiment beaucoup intéressés avec plein de petits produits locaux. Donc, la décision était prise. On partait en Équateur. Maintenant, c'était le temps de la préparation. Oui, côté préparation. Outre les formations qu'on a eues en premiers soins adaptés avec la jungle, milieu sauvage, aussi on a eu des formations sur la randonnée, l'expédition, comme ça, mais principalement formation AVES pour préparer à une réalité différente. Donc, première soirée, on a eu une présentation justement sur les réalités de pays en voie de développement qui sont différentes du Québec. On a eu aussi le lendemain la deuxième formation qui nous
le lendemain. Oui. OK. Ils nous préparaient à des injustices commerciales. Fallait préparer des bananes. Fait que on a vu l'injustice des pays pauvres, les pays riches. Les pays riches ont tout de plus facile. Les pays pauvres, c'est tout le temps plus difficile pour la même chose. Fait que on a vu ces réalités-là. Et la dernière journée, on avait un exercice sur la résilience. Augmenter un petit peu la résilience, là, les jeunes avaient tous des handicaps, OK? En fonction, c'est nous autres qui choisissions les handicaps, fait qu'on choisissait qui était muet, qui était paralysé. Donc, c'était pas au hasard, en passant qu'on jouait. Fait que ceux qui parlaient tout le temps, ils étaient rendus muets. Donc, c'est ça. Fait que ça l'a. Puis il a fallu préparer un repas. Fait qu'entre eux, ils se sont aidés pour combler leur handicap pour pouvoir finalement manger. Fait que c'était le contenu de la fin de semaine. Mais catastrophe, alors qu'on était en plein camp de préparation pour aller en Équateur, nos animateurs nous ont annoncé quelque chose qui allait tout changer. Donc, le gouvernement du Canada avait lancé un avertissement disant qu'il était dangereux de se rendre en Équateur à cause d'une soudaine hausse du taux de criminalité. Là, je vais vous rappeler, là, c'était pas un avertissement pour rien parce que seulement quelques mois après, on a appris qu'il y avait eu un coup d'État en Équateur et qu'il y avait eu une évasion générale des prisons organisée par les gangs de la place. Donc, je pense que c'est un avertissement quand même justifié. Suite à l'avertissement, donc, il y a plusieurs parents qui se sont inquiétés de la situation, qui voulaient plus envoyer leurs enfants en Équateur et donc on perdrait des membres si on gardait la même destination. On a donc fait un rassemblement où tout le monde a pu donner son opinion sur la situation, exprimer ses sentiments. Comme ça, on avait une meilleure idée de la chose et on a ensuite passé à un vote anonyme où on a décidé qu'on changeait de cap direction le Costa Rica parce qu'au scout, on se serre les coudes et on laisse jamais personne derrière. Donc, pour faire suite à la première fin de semaine de préparation, on a eu une deuxième fin de semaine de préparation avec Aves. Cette fois-là, on savait enfin où c'est qu'on allait aller pour le voyage. Donc, on s'est vraiment préparé sur des choses plus concrètes. Là, on a parlé de ce qu'il fallait apporter en voyage. On s'est préparé aussi à passer aux douanes. On a fait un petit sketch parce que veut pas, les douanes, c'est stressant. Mais en plus, en espagnol, ça l'est encore plus. On a aussi, on s'est préparé à manger du gallo pinto, qui est du riz avec des beans. Vous allez voir, ça va prendre toute son importance plus tard dans la présentation. Puis sinon, on a aussi visionné un documentaire sur le marché des bananes. Donc, ça nous a permis de voir les conditions des travailleurs là-bas, puis qu'en fait, les travailleurs étaient obligés d'accepter de travailler dans des conditions de travail un peu minables pour être capables de survivre, parce qu'ils acceptaient pas de travailler dans ces conditions-là, ils allaient être renvoyés, puis c'est quelqu'un d'autre qui allait prendre leur place pour travailler. Puis finalement, on a fini la fin de semaine avec une activité là, pour améliorer la cohésion de groupe et la communication, vu que tout le monde était aveugle. Donc, il a fallu préparer notre communication qui allait être quand même très importante au cours du voyage. Donc, moi, je vais vous parler d'une autre étape de la préparation qu'on a eue. On a reçu la responsable des stages internationaux de l'Université Laval. Elle nous a donné plein de petits conseils sur comment bien voyager sécuritairement, puis tout en ayant du fun. Fait qu'un premier conseil qu'elle nous a donné, c'est l'astuce des citrons. Là, vous allez vous dire, OK, c'est quoi l'astuce des citrons? Mais c'est comme un peu au casino. Tu sais, les machines, là, tu dois aligner 3 citrons, puis c'est comme le jackpot. Ben, c'est exactement ça, mais vraiment pas ça parce qu'on veut juste pas aligner les 3 citrons. Fait que, mettons, un citron, c'est genre une mauvaise décision. Puis, le plus que t'ajoutes des citrons, t'ajoutes des mauvaises décisions qui vont te mener à un potentiel danger. Fait que je veux faire comme un petit exemple, une démonstration de ça avec des citrons. À chaque fois que je vais lever un citron, c'est une mauvaise décision. Fait que là, je m'en vais toute seule, sans rien dire non plus à personne, sur la plage. Puis, mettons, j'apporte un outil électronique. C'est pas une situation, c'est pas de quoi qui est préférable dans un pays en développement. Fait que ça, c'est vraiment une situation qu'elle nous a donnée d'une élève en stage qu'elle a fait ça, puis elle s'est fait agresser. Fait que justement, nous, on veut pas ça, fait qu'on veut pas aligner nos citrons. C'est vraiment l'astuce qu'on a appris. Puis ben, c'est utile, on a tout pas mal respecté, on a fait des bonnes décisions. Puis de là vient une deuxième astuce qu'elle nous a appris, c'est les zones vertes, jaunes puis rouges.
Fait que les zones vertes, jaunes et rouges, ça complète un peu les citrons, mais c'est justement, tu veux pas faire de mauvaises décisions, mais tu veux pas être dans la paranoïa non plus. Fait que pas être dans la zone rouge. La zone rouge, c'est comme, ah, je vais pas profiter de mon voyage. Ah, mais si je vais là, il va arriver de quoi? Ah, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Tu sais, c'est comme, c'est pas ça que tu veux dans le voyage. Mais la zone verte aussi, c'est comme, ouais, là, je suis en voyage, là, je m'en fous de tout. Regarde, je vais aller là, rendu, qui va m'en empêcher? Tu sais, ça aligne des citrons. Puis, c'est ça. Fait qu'elle nous a dit de vraiment rester dans la zone jaune, que c'est de profiter du voyage, mais d'être conscient qu'il y a des risques puis de faire attention. Donc, ça, c'était une première étape de notre préparation. Une deuxième étape de notre préparation, c'est ça, c'est qu'on partait au Costa Rica. Fait que vous voulez bien évidemment savoir parler espagnol. Ce qu'on a fait, c'est tout comment un an en avance, on s'est tous installé Duolingo. Fait qu'on essaie chaque jour de faire notre petit Duolingo. Puis aussi en même temps, à chaque début de réunion, pendant à peu près 10 minutes, comme les meilleurs du cours qui étaient rendus plus loin sur Duolingo, genre, qui avaient eu des cours d'espagnol plus jeunes, ben, ils donnaient des conseils aux autres sur comment bien se débrouiller, en tout cas, des astuces, des verbes, tout. Fait que c'est ça qui nous est arrivé, mais là, on a eu un petit problème. C'est qu'on a tout progressé, mais pas au même rythme. Fait que ça faisait qu'il y en avait comme une en particulier qui était vraiment meilleure que tout le monde. Parce que, tu sais, c'est quelque chose, reconnaître, comprendre l'espagnol, mais c'en est une autre de devoir parler en retour, tu sais. Ah, je comprends! Si, je sais pas trop quoi dire. Fait que, c'est ça. Des fois, on pouvait être à l'autre bout du village, on était dans notre famille, on savait pas quoi faire, on avait besoin de notre Google Traduction. Fait que qui c'est qu'on appelait? Mélissa! Donc, il écrit qui va monter à la Cette morale de l'histoire pour les prochains groupes scouts qui veulent voyager, vraiment faire attention à la langue. Parce que ça a été un problème. Donc, faire attention à la langue, vraiment mieux se préparer. Puis si on s'installe du lingo, vraiment le faire à chaque jour. Pas trouver d'excuses. C'est ça. Bien, évidemment, partir en voyage implique des sous. Et pas juste des petits sous. Et parce que nous, en fait, on avait déjà fait un grand projet. Notre groupe, il était habitué. Les autres groupes scouts avec qui on a parlé, ils disaient ils travaillaient avec des budgets de 10 000 ce qui était quand même long à accumuler. Mais là, je dis à mon groupe, je dis là, think big. Fait que qu'est-ce qu'on veut faire? Ça va prendre plus de sous. Est-ce qu'on est capable de le faire? C'est sûr. Et là, on a commencé à sortir les coûts parce qu'on savait qu'exemple, Aves, c'était déjà connu. L'organisme avec qui on était demandait un montant par jeune. Ce montant-là servait à payer l'hébergement, servait à payer la nourriture et en même temps, c'était un montant qui était donné aux familles qui nous accueillaient. Parce que, dans le fond, le but de l'organisme, c'est surtout et avant tout d'aider les familles qui sont dans le besoin au Costa Rica, dans la zone sud du Costa Rica, qu'on était presque à la limite du Panama. Donc, c'est une zone qui est près de la jungle et c'est pas des communautés qui sont très choyées au niveau, mettons, du budget. Donc, pour Aves, c'était le montant le plus important. Ensuite, les billets d'avion. On le savait que ça allait coûter assez cher. Donc, on regardé les billets d'avion si on atterrissait à San José, qui est à peu près la capitale dans le milieu du pays. C'était, exemple, 1500 $, mais on a réussi à retrancher puis à descendre ça à 900 $ si on atterrissait à Liberia, qui était dans le nord du pays. Fait que vous imaginez qu'après ça, il a fallu s'amuser à traverser tout le pays d'un bout à l'autre pour pouvoir se rendre parce qu'on était au sud du pays. Mais on a quand même réussi à diminuer les billets d'avion. Et ensuite, on avait prévu un petit peu de nourriture dans les moments de transport, des activités, des petites choses. On avait besoin, grosso modo, d'à peu près 65 700 $. Et les jeunes, ils ont été incroyables parce que pendant 2 années, vous allez voir, ils vont vous le présenter, ils se sont accrochés et ils ont réussi à ramasser 66 300 $, ce qui est probablement, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, là. C'est même plus gros que le budget de fonctionnement de tout le groupe scout ici à Saint-Jean-Chrysostome. Fait que c'était merveilleux. Mais comment ils ont fait pour y arriver? Ben, différentes choses. Mais principalement, on s'est attaqué avec des salons. On a fait beaucoup de salons. Ensuite, évidemment, chaque jeune devait aller à la recherche de commandites. On a offert des services de traiteurs. Vous allez voir, je pense que je vais laisser Rosalie vous en parler. Elle va faire une petite tournée, puis je pense qu'elle est pas mal équipée pour vous compter mieux que moi qu'est-ce qu'ils ont fait.
On va aller à la prochaine slide. Parce que tout ceci, évidemment, n'aurait pas été possible. Il faut juste aller cliquer dans la. Attends, voilà. Fait que tout ceci n'aurait pas été possible, évidemment, sans l'apport de personnes très importantes à notre projet. Premièrement, je voulais dire un grand merci à notre députée, ministre, Madame Biron, qui est représentée ce soir par Monsieur Berlinguette. Je demanderais de vous lever. Et également le meilleur restaurant de Saint-Jean-Chrysostome. Ah oui! Ensuite. Attention, une bonne main pour. Les autres, on n'applaudit pas, vous savez. Alors, on fait des bancs où on peut le faire d'une manière très simple. Alors, quand on dit une bonne main, c'est une bonne main. Alors, une bonne main. Voilà. Alors, une bonne main pour Subway. Une bonne main pour l'équipe de Mme Biron qui va présenter. Et également, on a d'autres, évidemment, d'autres personnes qui nous ont aidés. Entre autres, M. Drainville, par le secteur un peu plus à l'est. Donc, on avait aussi Triode, Henri Odette, électricien, Pisa Salvatore, MGM électrique également, les assurances UV. Est-ce qu'il y en a parmi la foule qui sont ici et qui sont représentés? S'il vous plaît, vous levez ceux et celles qui ont fait partie des commanditaires ici. Est-ce qu'il y en a qui sont sur la fiche ici? Alors, oui, il y en a juste ici, j'en vois. Une bonne main. Et est-ce que ma Suzanne de Vasco est ici? Donc, je ne la vois pas, mais Suzanne, en fait, a été notre agente de voyage qui a travaillé très, très fort pour faire baisser évidemment, nos prix de billets d'avion. Puis en même temps, elle a fait une participation, donc une main d'applaudissement pour Vasco. Et aussi, évidemment, on a plusieurs autres petits commanditaires qui sont venus compléter. Le Centre chiropratique Saint-Romuald, le marché Richelieu à Bréqueville, Tongats, on a IG Petit-Poirier-Tremblay, Lebel Assurance, Masti et Ceux qui sont nommés, on peut ceux qui sont nommés, on sait qu'on a le Belle Assurance. Qui d'autre qui est ici? Médic est là. Alors, une bonne main pour ce commanditaire. Donc, et ce soir, en fait, on a aussi, on a des personnes ici qui sont très spéciales. Madame Chéneau, M. Patry, vous demanderez de vous lever, parce que si vous êtes bien, si vous êtes pas mal mieux assis que notre dernière présentation, c'est grâce à la ville de Lévis qui a participé énormément pour l'aménagement de notre local scout dans les dernières années. C'est grâce à eux qui nous ont soutenus dans tous nos projets que de plus en plus de jeunes se joignent au mouvement scout, puis que le mouvement devient de plus en plus en santé dans la ville de Lévis. Donc, un grand, grand, grand merci à vous. Une bonne main pour le conseil de ville. Et j'ai pas, en fait, M. Dumoulin n'est pas là, mais également participé. Donc, pour ceux qui sont en fait en différé, en fait, qui nous voient à distance, je suis désolé, vous ne voyez pas la salle. Par contre, on a mis les photos. Et Rosalie, je te cède la parole pour la suite. Donc, pour les financements, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait les canettes qu'on a instaurées il y a plusieurs années, qui est quand même une source de revenus stable, mais c'était pas assez pour atteindre notre objectif. Et qu'il a fallu être un peu... il a fallu saisir les opportunités. En fait, par exemple, il y a eu l'éclipse. Nous, on s'est dit, l'éclipse, c'est quoi qui arrive rarement dans une vie? On s'est dit, le monde va vouloir avoir des lunettes. Fait qu'on a sauté sur l'opportunité pour vendre des lunettes. Il y a aussi eu la grève des enseignants. Donc, on a pris ce moment-là pour aider les parents qui étaient pris avec les jeunes. Ils devaient aller travailler. Il y avait nulle part où envoyer les jeunes. Donc, on a créé un service de garde pendant une semaine pour les aider quand on n'avait pas d'école. Donc, vraiment, un conseil, c'est vraiment de saisir les opportunités. Sinon, c'est aussi d'entretenir des relations. Parce que c'est bien beau faire des activités de financement, mais faire juste des activités de financement qui valent 200, 300 $, c'est pas assez. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on fait des activités qui nous rapportent un peu plus avec les mêmes personnes. Donc, on est capable vraiment de créer un lien avec les personnes qui nous permettent de ramasser des sous. On a aussi fait une nouvelle chose les dernières années. On a proposé nos services de traiteurs pour l'ASC dans le camp leadership.
Donc, ça a vraiment été une façon d'améliorer la cohésion de groupe, pour certains aussi d'apprendre à cuisiner. Puis, ça nous a aussi permis là, de présenter notre voyage là, avant de partir devant plusieurs groupes scouts de l'organisation francophone. Donc, je vais laisser la place à Mélina et compagnie. Mélina, Gabriel et Hugo, et Raphaël aussi, non. Et Hugo sont responsables de ce qu'ils vont vous présenter. Donc, pour mieux représenter le voyage qu'on a vécu, on vous a fait une petite vidéo pour vous présenter ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Au visionnage. On va s'amuser, ça va être plaisant. Hey gang, combien de jours avant de partir? 5!
Donc, pour le jour 0, nous nous sommes tous rencontrés au local scout pour se préparer vers la longue route vers Montréal, où est-ce qu'on allait retrouver notre guide Jean-Pierre et notre hôtel Le Marriott, qui n'était pas vraiment un hôtel, puisque nous avons dormi sur un sol en tapis et comme oreiller, nous avons nos sacs de couchage, comme on peut le voir ici. Le lendemain, nous avons pris un avion direction Costa Rica. Et contrairement à notre autre voyage en Colombie-Britannique, tous nos bagages sont arrivés à la destination. Donc, tout le monde a pu avoir ses paires de bobettes pour le voyage. Ce n'était pas le cas précédent. De plus, pour l'avion, on n'a même pas perdu William, même pas une seule fois, même pas aux toilettes. C'est déjà un gros exploit. Ensuite, on va passer plusieurs heures d'avion et après avoir passé une nuit sur un sol très peu confortable, nous avons décidé de se changer les esprits en allant se baigner en bas d'une cascade et explorer les alentours. Puis, je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est à ce moment-là, que j'ai réalisé le fruit de tous nos efforts de financement durant toutes ces années qu'on menait à ce beau projet, en voyant la faune nous chanter et avec cette merveilleuse vue de cette cascade. Finalement, nous avons fini notre première journée à Liberia et on a fait le tour de la ville avec notre guide Gayling, qui, désolé, qui elle nous a fait faire des tours en zigzag. En gros, j'ai eu mon premier choc culturel puisque à passer du point A au point C pour revenir au point B qui était sur le chemin. Donc, eux, ils vont pas planifier leur déplacement. Ils vont comme ils vont. Donc, pura vida, comme on dit. Et finalement, nous avons fini notre journée en mangeant au restaurant où est-ce qu'on a mangé des riz et du bean. Et des beans, désolé. Pour le jour 2, on s'est réveillé puis on est allé acheter des fruits de la saison pour pouvoir les déguster. Donc, on a mangé melon d'eau, ananas, bananes, pommes. Puis honnêtement, c'est vraiment les meilleurs fruits que j'ai mangés de toute ma vie. Ils étaient tellement bons. Puis après ça, on a embarqué dans l'autobus pour faire la grande route jusqu'au village de La Guaria où est-ce qu'on était attendu pour le souper. Donc, c'est là qu'on a pu... c'est vraiment là que j'ai pu... Ben, je pense que c'est pour tout le monde, mais c'est vraiment là qu'on a observé les beaux paysages du Costa Rica, la faune, la flore. Tu sais, au Québec, quand tu roules puis tu fais un long voyage, c'est vraiment comme des sapins puis des arbres tout le temps les mêmes pareils. Puis là-bas, à la demande générale, il y avait toujours des palmiers. Ça, dans le fond, pour vous mettre en contexte, à chaque fois qu'on faisait une longue route en autobus puis qu'on voyait des palmiers, ben il y a toujours quelqu'un qui criait à la demande générale de des palmiers. On aimerait ça vous embarquer avec nous dans le voyage. Donc, à chaque fois que quelqu'un va parler de palmiers et qu'il va dire à la demande générale, vous allez dire des palmiers. On a fait plusieurs arrêts sur la route, dont un restaurant où on a dégusté du riz et des beans. Et encore. Et c'est là qu'on a vu que là-bas, il n'y a pas de McDo à chaque rue. C'est vraiment la nourriture là-bas, c'est vraiment de la nourriture saine. Fait que ça a été un choc aussi de voir à quel point ils mangeaient santé et puis pas beaucoup de sucre. Aussi sur les routes, quand on roulait, tu sais, là-bas, il n'y a pas Google Maps. C'est vraiment, tu roules, go with the flow. Tu sais jamais à quelle heure tu vas arriver. C'est vraiment, tu y vas là, sans stress, tu roules, puis t'observes. Je me souviens, une année, on était, sur la route, on était pris dans le trafic, puis on a pu observer des crocodiles du haut de l'autobus, puis on était tous dans les fenêtres à observer. C'était vraiment beau. Fait que, fait que, enfin, on est arrivé le soir au village. 1h15 de retard, mais on était là. On a eu un bon souper préparé par les mamans du village, du riz et des beans. Et après ça, on a été jumelés aux familles, les duos de scouts avec les familles respectives. Et on a aménagé dans les maisons. Puis c'est là aussi qu'on a vécu un choc parce que ben, c'est rare de débarquer dans un village puis d'aller vivre chez des gens. Fait que, tu sais, de débarquer là, de pas les connaître, de pas parler la même langue, ça a vraiment été déstabilisant. Puis je pense que pour tout le monde. Puis c'est vraiment là qu'on a eu le choc de la langue. Personnellement, quand je suis arrivée là, j'ai vraiment compris que j'aurais dû plus faire mon Duolingo durant l'année. Donc, c'est ça. Donc, pour le jour 3, c'était les visites
des maisons du village. Donc, voici le pont qui sépare le village en deux. En gros, avant, dans le tout début, dès le début du village, le village était séparé carrément en deux. Il y avait 2 églises, 2 écoles, 2 magasins généraux. Puis c'était vraiment dur pour certaines personnes qui voulaient aller à l'école qui étaient les plus loin du village. Par exemple, la maison où moi et James on est restés, dans le fin fond du village, pour, par exemple, se rendre à El Salon, où c'était le point de rencontre. C'était vraiment dur pour les gens qui habitaient aussi loin que ça avant de se rendre. Donc, ils ont dû construire un pont avec tout l'argent de la communauté pour faciliter les transports de marchandises et des personnes. Et depuis ce temps-là, on voit encore des restants de l'époque où il n'y avait pas de pont. Il y a encore 2 magasins, encore 2 églises. Évidemment, il y en a une qui est moins utilisée que l'autre, mais il y en a quand même. Ensuite, en après-midi, nous sommes allés à Récuré, une école autochtone, dans la jungle, vraiment, dans laquelle nous avons été accueillis par une très gentille prof d'anglais qui enseigne l'anglais aux autochtones. Et à cette école-là, on pense que tout le monde était surpris par la façon dont c'est fabriqué. Entre les classes, c'est vraiment extérieur. Il n'y a pas de couloir sombre, plein de casiers tout gris que personne n'aime. C'est vraiment des passerelles extérieures avec la vue sur la jungle. On entend tout le bruit, on sent vraiment l'atmosphère dehors. Et moi, je trouve ça super, honnêtement. C'est sûr que ça va être bien pour le mental, pour les élèves, là. Et ensuite, là-bas, nous avons rencontré une artisane locale qui était aveugle, qui tissait depuis, je me souviens combien d'années exactement, mais elle tisse avec son métier, elle fait plein de sortes de choses. En plus, en étant aveugle. Et franchement, je pense que tout le monde dans le groupe était impressionné. Elle choisissait même ses couleurs. Oui, exactement. Elle savait les couleurs, elle savait quoi par la texture qu'elle pouvait sentir la couleur. Personnellement, je sais même pas si c'est en voyant, donc je lève mon chapeau. Et ensuite, vers la fin de la journée, nous avons tous installés à la cafétéria. Nous avons mangé encore du riz et des bines, servi par les gentilles madames ici. Et nous sommes installés pour la nuit dans nos hamacs, à la grande chaleur et humidité, que je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous bien regretté d'être habillés. Et c'est ça, nous avons très bien dormi. Jour 4. Fait qu'on se réveille parmi la chaleur humide du Costa Rica dans nos hamacs et on s'en va déjeuner. Devinez quoi? Yes. La bonne énergie pour notre aventure d'aujourd'hui. C'est une randonnée guidée par Pedro, un guide de montagne, où est-ce qu'il nous amène parmi la jungle du Costa Rica. Mais premièrement, on passe par une plantation de bananiers. C'est ironique parce que 6% de la biodiversité du monde provient du Costa Rica, mais pourtant, la plupart des fermes là-bas, c'est des monocultures. Puis par après, avant de se rendre à ce point-là dans la jungle, on passe à travers une petite maison d'artisans où est-ce qu'ils sont capables de faire des magnifiques masques, sculptures de bois. Puis après les avoir encouragé leur culture, leur tradition en leur achetant une coupe de masques, on poursuit notre randonnée dans la jungle en zigzaguant à travers cette rivière-là. À la fin, on n'essayait même pas d'aller sur les roches pour garder nos pieds secs, là. On pilait dans la rivière directement. Puis le Pedro, dans la jungle, il nous a instruit sur les merveilles du Costa Rica. Dans le sol se trouvait du gingembre et du curcuma sauvage. Donc, on pouvait seulement les cueillir du sol et les déguster. Par après, il nous a aussi renseigné sur un arbre appelé le Gumbo Limbo. Un arbre où est-ce que les résines et les écorces peuvent être utilisées comme une plante médicinale contre les plaies
les douleurs de ventre et ainsi que la syphilis et la gonorrhée. Après, on zigzague à travers les terres. Ça, c'est un peu une petite ferme. Puis on zigzague aussi. À un moment donné, il y avait un petit chemin de bouette. C'était très glissant et inévitablement, j'ai glissé. Ma main, elle a tombé dans un tas de fumier de vaches. Parce que les vaches aussi empruntaient ce chemin-là. Ah ouais. Fait que, par contre, pour la journée, après notre randonnée chaude on était dégoulinant de sueur, mais Pedro nous avait donné l'espoir qu'on allait atteindre un beau lac. Mais finalement, on arrive seulement à une source d'eau en profondeur. C'était comme un mirage dans le désert. Il n'y avait pas de lac. Et pendant toute la journée, on s'attendait à avoir un beau lac. Puis, puis le soir, on est revenu jouer au soccer. Ça ici, c'est où est-ce qu'on a cueilli le gingembre et le curcuma. Pour le jour 5, on s'est réveillé dans nos hamacs, on est parti déjeuner, devinez ce qu'on a mangé? Ben oui! C'était la dernière journée qu'on passait au collège autochtone de la région. Puis c'était la dernière journée que les élèves passaient là aussi, étant donné que c'était un peu leur mi-année, ce qui est l'équivalent de la semaine de relâche pour nous. Donc c'était leur dernier jour avant ça. Puis pour fêter l'occasion, ils nous ont fait un spectacle d'art varié dans le fond. Donc on a eu le droit à des belles danses, des numéros musicaux, des pièces de théâtre. On a eu aussi une prestation assez particulière que vous avez vue un peu tantôt, là. Donc, ça consiste de quelqu'un dans un costume de taureau qui fonce sur les autres autour aussi en costume pendant que quelqu'un joue de la flûte. Donc, ça semble un peu bizarre au début, mais c'est vraiment très intéressant quand on cherche un peu plus loin. Parce qu'on se rend compte que, dans le fond, le taureau, en tant que tel, représente les Espagnols quand ils sont venus conquérir au Costa Rica pendant la guerre. Donc, il y a quand même une petite signification derrière, fait que c'est quand même cool. Les masques aussi en ont une, d'ailleurs. Donc, les masques d'aspect un peu démoniaque, qu'on n'a pas sur le... Bon, c'est pas grave, là. Mais il y avait des masques avec une allure un peu démoniaque, justement. Lui, Un peu comme ça. Celui que j'ai choisi, il était beau, c'est pour ça que j'ai pas pris des masques. Non, mais il y avait des animaux. Oui, il y avait des animaux. Mais dans le fond, c'est que les Espagnols étaient très croyants. Donc, d'où l'aspect démoniaque, c'était utilisé pour une tactique d'intimidation un peu. Puis ça a marché. Fait que c'est pour se rappeler un peu de ça qu'il y avait ça. Aussi, les masques d'animaux, selon des légendes locales, c'est parce que les animaux sur les masques leur seraient venus en aide pendant la guerre. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. D'ailleurs, si on va à la prochaine diapositive, on a une prestation qui nous a vraiment marqué, nous, au-dessus, dans le fond. Puis, dans le fond, c'était une petite chanson un peu enfantine, une petite comptine qui s'appelle Camino por la selva, ok, ce qui veut dire je marche dans la jungle. Donc ça va un peu comme ça, ok. Camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales, cuáles hoy descubriré. Oigo, un elefante, piso con el elefante. C'est ça pendant un petit coup avec plusieurs animaux, mais c'était tout mignon à voir. Ensuite, on est revenu à La Guaria. Et pour la deuxième partie de la journée, on a fait plusieurs travaux communautaires, dans le fond, dont l'entretien de terrain. Donc, terrain de soccer qu'il y avait, sinon le terrain de l'église. On a aussi brisé des cannes à sucre pour en extraire le jus. Moi, personnellement, j'ai pas goûté, mais apparemment, le produit était très bon. Donc, Dom, si tu peux confirmer. Là. Excellent. La fin, la soirée, par exemple, ça fait gloup gloup, là, mais... C'est là qu'on aime notre Imodium. Vraiment, c'était très bon. On a aussi sablé des poutres pour un restaurant, donc je suis sûre que c'est faire une petite parenthèse sur pourquoi on a décidé de faire ce projet-là. Effectivement, quand on est allé à La Guaria,
dans la tête de plusieurs, on s'était pas rendu compte qu'on n'avait pas tous la même définition de ce qu'est. Faut que j'aille la bouche. Ça va. On change. Ça va comme ça? Alors, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous la même définition de c'est quoi la collaboration internationale. Certains parmi nous. Certains parmi nous. Certains parmi nous avaient l'impression que ça allait être des corvées, des tâches vraiment tangibles qu'on allait faire dans le village. D'autres avaient peut-être compris que c'était plutôt l'expérience de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre d'une autre culture. D'autres avaient en tête que ce serait une aide tangible côté monétaire qu'on allait offrir aux gens. Donc, ce constat-là qu'on a fait rendu là-bas a fait en sorte qu'il y a des gens parmi le groupe qui étaient un peu déçus de dire, ben voyons, on n'a pas l'impression d'aider vraiment. Et c'est là qu'on a eu des discussions à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement être capable d'aider, mais on va pas à la rencontre de quelqu'un en disant, hey, tu as besoin d'aide, on va t'aider. Parce que c'est quand même, ça peut devenir humiliant pour la personne parce que la personne vit bien avec ça. Alors, vit bien avec ce qu'elle a comme réalité, puis on veut pas non plus arriver et être capable de tout faire et ensuite quitter et que les gens sentent que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant n'était pas à la hauteur parce que d'autres sont venus et avaient plus de compétences. Donc, c'est vraiment le côté qu'on est allé chercher. Et pour faire tout ça, ben, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui pourrait aider ici les gens? Parce que déjà d'être là-bas, on comprend qu'on était dans les familles et le côté monétaire qu'on donnait apportait au moins 4 mois de salaire, donc c'est énorme. Donc juste notre présence dans la maison, notre présence dans la maison faisait que les autres nous laissaient leur lit, nous laissaient leur maison, donc c'était même gênant pour nous. Alors on a décidé de construire dans le fond un restaurant, d'aider à terminer un restaurant d'une famille qui avait en plus de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a nommé, qui avait passé au feu quelques années auparavant et qui avait plus rien pour continuer de le construire. Et ça permettait en même temps au village d'avoir un endroit pour aller se reposer, pour se rassembler et vivre des beaux moments ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi de prendre des sous de plus et les donner pour aider la communauté. J'ai dit. Fait que c'est ça. Le jour 6, on s'est réveillé en mangeant du riz et des bines. C'est ça. Après ça, on est allé faire une marche dans la Palmeraie. C'est l'usine d'huile de palme où il a travaillé la plupart des hommes du village. Fait que le revenu du village, à part les gens d'Avès, c'était ça. Puis on entend souvent parler de la dure réalité des fermes d'huile de palme puis les conditions horribles dans lesquelles ils travaillent. Mais c'était vraiment différent d'être là, en vrai, de voir les très, très grands palmiers puis voir les gros fruits très lourds à porter, très dangereux quand ils tombent des arbres. C'est ça. Puis on a fait un peu de recherche, puis on a découvert que l'agroalimentaire, c'était un tiers de l'économie du pays. Fait que c'était très important pour eux. Puis après ça, dans l'après-midi, on est allé faire une autre marche dans un autre type de ferme, une ferme de cacao. C'est bon. Fait que c'est ça. On est arrivé là-bas, ils nous ont montré dans le fond comment ils faisaient ça. Il y avait des espèces de gros barils bleus dans lesquels ils mettaient du lait puis des fruits pour essayer de fermenter des choses puis avoir des engrais. C'était de l'expérimentation bizarre. Ça sentait vraiment pas bon. Mais le fait d'utiliser ça, ça faisait qu'il y avait plein d'affaires qui poussaient puis que ça poussait vite là-bas. Puis je me souviens, un moment donné, je marchais avec notre guide Réline, puis ben non. Fait que ça. Puis je me souviens, je marchais avec elle, puis à toutes les 2-3 mètres, elle me montrait un petit fruit que j'essayais ou elle me montrait une nouvelle fleur. Puis à chaque fois, j'étais émerveillé par le fait que le fruit était super bon ou la fleur était magnifique. Puis j'adorais voir toutes les couleurs qu'il y avait dans la forêt. Bref, c'était super beau. C'est ça aussi, c'est très dur à avoir une ferme de cacao parce que ça prend 3 ans un plant de cacao de commencer à faire des fruits. Puis les fruits prennent 6 mois à fleurir. Fait qu'il faut que ce soit des bonnes conditions. Puis ça, après ça, ils nous ont montré comment on faisait le cacao. Fait que dans le fond, les fruits que ça fait, c'est des cabosses. Puis il est pas dans des machines pour briser les cabosses. Puis dans le fond, c'est les petites graines de cacao qui sont comme dans des espèces de petites graines blanches. On peut sucer les graines blanches. Mais c'est pas ça qui est important. Dans le fond, ce qu'on mange, dans le fond, ce qui fait le cacao, c'est les petites graines à l'intérieur. Puis sinon, on les laisse fermenter, puis après, on les laisse sécher plusieurs jours. Puis ça fait de la poudre qu'on peut faire du chocolat avec, dans le fond. Ça, on a vraiment adoré, on a acheté beaucoup de paquets. C'était super bon. Puis ça, finalement, on est revenu au village. Pendant que certains travaillent sur le restaurant, d'autres sont restés avec les gens du village organiser une fête pour Esther,
qui fête sa fête tous les ans en été avec nous. Et que, On a l'impression que je suis vraiment bien. ouais. Et comme diraient les gens là-bas, cumpleaños feliz. Puis c'est comme ça que s'est finie la journée. Alors, jour 7, ça a été une journée vraiment mémorable pour nous tous. On était à l'encontre d'un groupe de scouts de la région. Alors, ça a été le 151e groupe Golfito, qui est une ville avoisinante du village à laquelle on était. Pendant notre trajet d'avion, on s'entend qu'il faut passer le temps. Donc, on a prévu plusieurs jeux, diverses activités pour divertir les jeunes qui étaient d'ailleurs de 7 à 15 ans. Alors, il y avait quand même une bonne différence d'âge entre nos deux groupes. Mais on a quand même eu du fun, beaucoup de fun en fait. Donc, on a fait du parachute, on a joué à la bûche. Alors, pour les gens qui connaissent pas ici, on se met tous ensemble, on se prend, on se coude comme ça. Puis, il y a une bûche au milieu ou un objet quelconque. Avec les années, on s'est rendu compte que quand on mettait une bûche, ça devenait assez violent rapidement. Alors, on a souvent plus opté pour une bouteille de plastique ou un ballon de soccer. Alors, le but, c'est d'envoyer tous ses camarades vers ce milieu-là, qui est comme dangereux en tant que tel. Alors, c'est un exercice physique assez demandant, je vous dirais, là. On fait toutes sortes de pirouettes puis de chorégraphies diverses pour éviter de toucher l'objet mortel au milieu. Alors, toutes ces activités-là, on a fait du soccer aussi. Et moi et Mélodie, qui est assise là-bas, on a eu la chance de remettre à 2 jeunes de là-bas des badges puis un diplôme qui leur signifiait en fait qu'ils montaient de niveau. Alors, ça arrive vraiment pas souvent, puisque c'est des grands groupes avec une variété d'âge vraiment très grande. Alors, quand il y a des jeunes qui montent d'une unité, c'est un événement vraiment spécial, puis ils ont eu le cœur de partager ça avec nous. Alors, j'en suis encore choyé à ce jour. En parlant des jeunes là-bas, les animes, nous aussi, on s'est rendu compte que, en fait, les animes, nous, dans leur manière d'agir avec nous, ils sont une photo avec le groupe. Les animes sont vraiment ils nous laissent libres, en fait. Ils sont vraiment pas, ils nous gèrent pas. Ils nous laissent explorer le monde. Puis là-bas, on s'est rendu compte que, en fait, les jeunes sont vraiment, vraiment très pris, si je peux dire ça comme ça. Les animateurs sont extrêmement papa et maman poule. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites suspicions? Ouais, moi, ça. Des idées. Quelqu'un, n'importe qui. Myla. Myla. Levez la main. On t'a vu. Kevin. Les kidnappings. Wow, t'es tombé, t'es vraiment. Malheureusement, on en a parlé dans des pays un peu plus moins développés que le nôtre. Les crimes organisés, puis le trafic malheureusement d'enfants est un taux exorbitant. Là. C'est désolant à voir. Alors, c'est pour ça que les animateurs sont autant attentifs à leurs jeunes, parce qu'il y a eu malheureusement des histoires d'enlèvement, puis ils veulent pas reproduire ça. C'est vraiment triste comme histoire. Alors, non, on se laisse aller dans ce temps-là. Puis comme on a pu voir dans la vidéo, Esther et un animateur du groupe là-bas, le représentant du groupe, ont eu la chance d'échanger leurs foulards. En fait, on a aussi pu s'apercevoir que à travers le monde, les scouts, ça reste toute la même chose. En fait, on a la chemise, le foulard, la petite épinglette. Je vais vous montrer leur foulard. Juste ici. Alors, considérablement plus long que le nôtre. Jaune et vert. Alors, toutes les unités ont leur couleur, même au Québec ici. Alors, ça a été super beau de voir, malgré nos différences, on est tous unis ensemble. Puis, pour le restant de la journée, on a joué avec Pépito. Alors, je vous présente Pépito. Vous allez peut-être le voir encore dans d'autres photos. C'est un chien, en fait, qui s'appelait pas du tout Pépito. Il s'appelait Canelo, mais extrêmement colleux comme chien. Alors, on voit Alexandre qui est en train de danser avec. À chaque fois qu'on entendait de la musique, on prenait ses pattes, on jouait avec. Alors, Pépito a même reçu un foulard de notre part. On a continué la progression de la construction du restaurant. Alors, on a coulé du béton cette fois-ci. Et plusieurs personnes se sont aperçues que le béton ne se fait pas du tout de la même manière qu'on le fait au Québec. Alors, on prend vraiment là, de la rocaille comme qu'on voit ici, avec des bons morceaux de roche et beaucoup trop d'eau avec la poudre à béton. Alors, ça fait un mélange qui... mais excessivement, là. D'ailleurs, les garçons qui ont travaillé avec ça, c'était un carnage complet. Mais écoutez, on aide un peuple, on se conforme à leurs règles, on juge pas, on fait ce qu'on est demandé de faire. Alors, voilà.
Je vais rajouter une petite affaire aussi. Cette soirée-là, je me rappelle, j'étais avec Alexis, Edouard aussi, on est allé chercher Laurie, quelques autres personnes, puis on a fait un tour du village pour récolter le plus de fruits et légumes qu'on pouvait voir la nuit. Alors, c'était pas facile. Totalement illégal. Mais on s'est dit, écoutez, pour l'expérience. Alors, on s'est infiltré chez Esther, qui avait un avocatier. Quand on parle d'avocats, c'était des avocats. On est allé en arrière de l'église où on a trouvé des mangues, des caramboles, tu sais, le fruit étoile un peu, là, quand on le coupe, ça fait des tranches d'étoiles. On a trouvé des goyaves, des petites goyaves aussi, des bananes évidemment. Donc, on s'est régalé avec nos mamans de famille par la suite. On a partagé ce beau moment de dégustation parce qu'on s'entend que c'est pas tout le temps qu'on a la chance de goûter à autant de fruits qui poussent comme de la mauvaise herbe, en fait. Alors, je me souviens de ça. Très bien. Merci. Donc aujourd'hui, le 31 juin, on part pour une très très grosse journée. On va vraiment. On passe pour une très très grosse journée. On se lève tôt pour partir dans une grosse expédition. Donc nous, on s'était fait dire à peu près 3 km, donc assez facile. Mais on a réalisé juste après qu'eux, ils comptaient en vol d'oiseau les distances. Fait qu'en réalité, c'était plus 15 km, mais c'était le fun pareil. Alors, on a commencé par marcher dans les rivières pour aller dans la forêt. Donc, on a même pu se baigner. C'était quand même vraiment chaud. Alors, quand on est arrivé dans la forêt, donc on s'est vraiment aperçu une forêt très, très dense, très, très, très différente du Québec. Donc, comme le Costa Rica, c'est 3 à 5 % de la biodiversité mondiale. Donc, c'est très, très, très différent. Et comme là, on voit un arbre qui est littéralement plus vieux que les États-Unis d'Amérique. C'est quand même vraiment impressionnant. Et ensuite, on s'est rendu au sommet, mais on a réalisé que c'était juste la moitié du trajet. Après, il fallait tout redescendre dans un chemin vraiment, vraiment boiteux. Donc, très, très, très compliqué à marcher. Et dans ce chemin, il y a eu des personnes qui ont eu la chance de voir un paresseux. Voilà. Un paresseux qui venait de tomber de son nid, malheureusement. Et c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant, cet animal qui représente le Costa Rica, à plus de 60 millions d'années d'existence et d'évolution. Il y a même des personnes qui ont essayé d'y toucher, mais notre guide nous a dit que c'était une vraiment mauvaise idée. Parce que ça se voit pas comme ça, mais tout son pelage est fait pour garder l'humidité, pour faire vivre des algues vertes, pour faire vivre les millions de bactéries et de petites bébites que dans sa fourrure. Quand même vraiment très, très, très impressionnant comme animal. Qui a su développer un métabolisme très, très lent comme couverture contre les prédateurs. Vraiment, vraiment impressionnant. Et ensuite, on est enfin arrivé à notre plage, qu'on a pu se baigner. Donc, une coupe d'heure, c'était super le fun dans la mer. C'était super agréable pour finalement retourner en bateau à notre ville. Et donc, c'était une super journée. Très, très, très difficile. Les journées 9 et 10 ont été des journées pas mal semblables. On a coupé le groupe en deux pour faire une maison pour aînés, puis on est allé restaurer le réservoir d'eau du village, un des réservoirs d'eau du village. Dans le fond, Costa Rica, ce qui est important à savoir, c'est que le gouvernement fournit les réservoirs d'eau, mais le village qui reçoit l'eau est obligé de l'entretenir et de le garder en état, parce que sinon, ils vont se faire couper l'eau. Donc, on a comme mandat, dans le fond, de faire une clôture autour du réservoir d'eau, de repeinturer, reboucher les trous qu'il y avait dans le béton. Donc, on a passé une grosse journée de travail. Je pensais que ça allait être une grosse journée de travail, ça a été un autre moment qu'on a dû s'adapter un peu, c'est eux autres qui, quand ils ont un projet comme ça, ils arrivent et ils vont décider à ce moment-là comment ils vont faire. On arrivait là-bas, on avait les poteaux pour faire la clôture, c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas de pelle, pas les fils, on n'avait pas de mélange à béton. Fait qu'on est arrivé là, ça a pris à peu près 4 heures la première journée avant qu'on puisse commencer à faire quelque chose. Donc, ça a été un peu d'adaptation. On a fait avec ça. Puis on a fini par faire le tour pareil. Puis dans le fond, pour la maison des aînés, aînés, puis c'était beaucoup, dans le fond, un soin palliatif. Dans le fond, au Costa Rica, les aînés sont très importants pour eux. Ils les gardent dans leur famille le plus longtemps possible. Fait que ceux qui se ramassent dans des maisons comme ça, c'est qu'ils en ont plus ou sont immigrants d'un autre pays. Les installations sont super belles parce qu'ils n'ont pas vraiment d'armée. Fait que tout ce qu'on mettrait, nous, dans l'armée, ben, ils le mettent pour des soins comme ça. Fait que c'est des super belles installations. Ils en étaient vraiment fiers. Sont probablement vraiment meilleurs qu'ici.
Puis le monde sont vraiment contents. Ils nous montraient qu'est-ce qu'il y avait comme installation, puis leurs activités à tous les jours. Fait qu'on a passé une journée avec eux. Puis pour les deux, je pense que c'était super le fun comme expérience. Dans le soir. Dans le fond, le 1er juillet au soir, on a eu la chance d'avoir 7 volontaires des femmes du village qui nous ont raconté leur vie et leur histoire, ce qu'elles ont vécu au village. Elles ont parlé de l'inaccessibilité de l'éducation qui avait beaucoup de répercussions sur leur futur, puisque plusieurs d'elles, dès leur plus jeune âge, devaient traverser la rivière, comme on a vu auparavant sur le plan du village, pour aller à l'école. Puis des fois, ils ne pouvaient pas y aller parce que dans la saison des pluies, ça s'inondait cette rivière-là. On a aussi découvert que les conflits maritaux étaient un problème vraiment récurrent au Costa Rica. Plusieurs femmes se sont fait abandonner par leur père et leur mari et laissées seules avec les enfants, puisque les hommes partent souvent en ville pour trouver du travail qu'ils ne trouveront pas autrement au village. Fait que ça les laisse vraiment tout seuls avec les enfants, ce qui fait une société vraiment matriarcale. C'est pour ça que dans les communautés, on voit pas beaucoup d'hommes, c'est surtout des femmes. Donc, c'est elles aussi qui dirigent un peu le village. C'était vraiment inspirant de voir comme un contraire de notre société à nous, qui est le patriarcat. Par la suite, le 2 juillet au soir, on a invité les jeunes du village à aller jouer au soccer dans leur petit... Ça reste encore que je pense qu'on a un peu saccagé. On l'a réparé après, fait qu'il n'y a pas de problème. Les plus jeunes, on les a invités à jouer au parachute dans El Salon, qu'on a donné au village ensuite pour qu'ils puissent s'amuser entre jeunes, puisqu'ils sont souvent laissés à eux-mêmes avec leur mère au village. Puis là, on peut voir vraiment toute la biodiversité. Tu sais, même dans le village, on voyait des petits lézards, des beaux papillons. C'était vraiment dépaysant. C'était super beau à voir que même chez nous, on se sentait ailleurs. Donc, pour le jour 11, on s'est levé vraiment très tôt parce qu'il annonçait 35 mm de pluie dans cette journée-là. Donc, on s'est réveillé super tôt. On a mangé du riz et des viandes. Ensuite, on est arrivé, on est parti en autobus. On est arrivé à la deuxième plus grande rivière du Costa Rica, qui était à Sierra. Il y avait 4 accompagnateurs qui nous attendaient avec 2 bateaux. On est arrivé, on s'est séparés en 2 groupes. Et on est parti en bateau sur la rivière. Puis les accompagnateurs nous montraient tout ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient sur la faune, la flore, puis c'était vraiment beaucoup. Donc, on était tout le temps arrêtés, ils nous montraient des crocodiles, des oiseaux, des iguanes, tous des animaux qu'on a pu voir. Ensuite, on a croisé, ça fait vraiment mon coup de cœur, on a croisé des singes capucins, petits singes, avec des petits bébés accrochés sur leur dos. C'est encore plus mignon. Puis, on n'avait peur pour eux autres parce qu'il avait l'air de souvent tomber dans l'eau puis se raccrocher à l'arbre, mais ça avait l'air d'être pareil que si près. Puis, les accompagnateurs nous ont expliqué que c'est une manière pour eux de boire de l'eau, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de crocodiles dans cette rivière-là. Donc, ils plongeaient rapidement dans l'eau, ils se remontaient avec leurs petites pattes sur les branches, puis ils vivaient avec l'eau qu'il y avait sur leur queue pour pouvoir boire de l'eau. Donc, ensuite, on est arrivé à une petite plage. Une petite plage. On a été se promener, marcher. On a été se baigner aussi à travers les vagues. On était juste notre groupe. Il n'y avait pas les accompagnateurs à veste ni les accompagnateurs du bateau. On était laissés un peu à nous-mêmes pour ce moment-là. Donc, ce fut un moment vraiment le fun. On s'est beaucoup rapprochés dans ce moment-là. Ensuite, on est revenus. Il y avait des bons fruits qui nous attendaient coupés. D'ailleurs, les ananas, ce fut aussi mon coup de cœur du voyage. Les meilleurs qu'on peut pas penser manger dans notre vie, là. Sucrés, juteux, c'était incroyable. Ensuite, on est reparti en bateau. On a été faire la pêche. Je me suis fait avoir. J'ai dû embrasser une crevette. Je me suis fait dire que c'était juste pour une photo. Finalement, il me l'a collé dans la bouche. Ouais, c'était des appâts, dans le fond, pour attraper les poissons. Puis, fun fact, la barbotte du Costa Rica, c'est des pufferfish, là, tu sais, les poissons qui grossissent là, dans les films plus pour enfants. Là. Moi, je me rappelle des Barbie, là, qu'il y a beaucoup de pufferfish. Mais c'est la barbotte du Costa Rica. On a dû en pêcher une quinzaine, vingtaine
au courant de peut-être 1h30, 2 heures de pêche. Donc, c'est ça. On n'a pas eu la chance de rencontrer d'autres poissons que ça. Et pour le soir, tous les jeudis soirs, il y avait comme un party de village où il y avait beaucoup de nourriture qui se faisait, des femmes du village qui fabriquaient, qui faisaient de la nourriture, là, ouais, qui cuisinaient. Il y avait des feux, de la danse, des jeux, beaucoup de jeux aussi. Donc, c'est ça pour la journée 11. 12e journée. Après nous être levés, qu'est-ce qu'on a mangé? J'étais rendu à mon 40e repas de ça. Je commence à ça, là. 12e journée, dernière journée avec nos familles au Costa Rica. Donc, c'est une journée où on sentait un peu plus le trémolo dans nos familles. On s'est attachés avec nos mamans, nos papas, frères, sœurs. Puis par la suite, on a fait une activité de groupe pour se rendre à la cathédrale de la Florida. Donc, c'est la chute de la Floride qu'on a trouvée justement au Costa Rica. Puis pour se déplacer, croyez-le ou non, on s'est déplacé en pick-up dans les boîtes. Donc, au Québec, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais là-bas, il n'y a pas de problème sur l'autoroute. Fait que, on a eu le plaisir justement de circuler comme ça. Puis à la demande générale, on a vu des voilà. Donc, on s'est rendu, on a passé un bon moment en gang justement à cette chute-là. L'eau était limpide, c'était incroyable, c'était chaud. Bref, on a eu un plaisir immense. On est revenu justement au village pour poursuivre notre périple. Puis on a tranquillement, là, justement, on a travaillé justement, en fait, on a placé tout ce qu'il fallait pour faire, nous, notre spectacle, justement, de fin d'année. On a justement fait la chasse-galerie. On voit Baptiste qui est complètement tracté puis qui va être embarqué dans le canot par ses compères. Et voilà. Donc, le décor s'est déplacé également. C'était le temps. La gang, là-bas, les gens sont vraiment trippés sur le avion. Suite à ça, était justement la fête d'adieu qui avait été organisée par les gens du village pour nous. C'était une fête qui était très émotive pour tout le monde parce que là, c'était la séparation des familles. On partait, on quittait justement le village. On a eu de beaux témoignages. Puis sincèrement, moi, ce qui m'a marqué le plus du Costa Rica, c'est l'impact justement de la religion encore qu'a sur la pensée et les agissements des gens. Je veux juste vous donner un exemple. Notre maman, moi, Esther, c'était une dame qui aimait beaucoup danser et chanter. Puis elle chantait très bien. Sauf que cette femme-là, le chant et la danse étaient interdits par le pasteur, justement, au niveau du village. Puis c'est un peu pour cette raison-là qu'elle était un peu moins mêlée aux autres parce qu'elle se permettait justement de chanter et de danser. Puis elle nous a emmenés justement un soir, Esther et moi, avec notre sœur, dans un endroit où on était allé prendre un verre, puis c'était un karaoké, puis elle a chanté. Mais c'était de toute beauté le chant qu'elle a fait. Donc, ça a été une soirée mémorable. Puis, je laisse la parole à James pour poursuivre. Alors, le lendemain matin, on a eu un lever très tôt. Il y a certains qui avaient fait un peu trop la fête le soir, excusez. Fait que j'ai eu la chance, à 5 heures du matin, à l'heure de départ prévue, d'aller en réveiller dans leur lit. Mais bref, après quelques délais, nous avons déjeuné du riz fluide. Et après ça, nous avons fait quelques heures de bus pour se rendre à Jaco. Puis dans le bus, on a vu quoi? Des vagues. C'est bon, merci. À Jaco, notre chauffeur de bus nous a descendu dans une route, très escarpée avec un bus voyageur, je ne sais pas comment il a fait. Mais on est arrivé à une plage, une excellente plage, où on a eu des cours de surf. En plus des cours de surf, à ce que je sache, tous ceux qui ont essayé d'en faire, ils ont réussi au moins à se lever une fois puis de réellement attraper une vague.
Sinon, on a eu une excellente baignade, les plages étaient super belles. Ensuite, voici l'emblème de Jaco, qui est une des villes les plus touristiques, je crois. Au soir, nous sommes allés à un hôtel jeunesse, désolé, pour se reposer un peu, souper, puis ensuite, en soirée, nous sommes sortis pour aller faire quelques achats de souvenirs dans la ville et juste visiter la belle ville de Jaco. Donc, jour 14, avant-dernière journée au Costa Rica. Donc, on déjeune, bien évidemment. Du riz puis des vines. Et puis, comme vous avez déjà pu voir, on a fait du bus pour s'en aller de Jaco jusqu'à Liberia. Donc, on a eu le temps de faire la sieste en masse. Et puis, bon, on a pu voir pour une dernière fois à la demande générale. Mais pas juste des palmiers. Parce que, comme on a déjà dit, au Costa Rica, on était dans la saison des pluies. Et quand il mouille là-bas, il mouille. Ici, on a de la neige, ben là-bas, ils ont de la pluie, puis pas à peu près. Puis ça crée un certain problème là-bas parce que les routes, ils sont inondées. Puis moi, ça m'a permis de réaliser quelque chose par rapport aux préjugés. Que, vous voyez ici, il y a comme des gouttières sur le bord des rues. Et au début, j'avais pas vraiment, je savais que ça servait pour l'eau, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était important. Moi, ma première impression, c'était, voyons, c'est bien dangereux. Parce que faites l'expérience, fermez-vous les yeux, imaginez-vous marcher dans un autre pays, puis vous savez que sur le bord des rues, il y a des trous très, très profonds qui peuvent aller là jusqu'à 4 mètres de profondeur. Puis, si quelqu'un tombe dedans, peut vraiment se faire mal. Donc, moi, ma première impression, c'était, hey, c'est vraiment dangereux. Mais finalement, j'ai réalisé que c'est pas dangereux, c'est ingénieux. Parce que là-bas, c'est la façon qu'ils ont de trouver pour pouvoir continuer à vivre pendant le 3/4 de l'année quand ils ont des pluies assez intenses là-bas. Donc, ça en fait prendre conscience que même quand on essaye de se défaire de tous nos préjugés, des fois, sans le vouloir, on peut l'avoir, puis c'est important d'être conscient de ça, de réaliser pour justement être un petit peu plus ouvert. Mais bon, outre la pluie, on a pu profiter de notre dernier souper et ce qui nous mène à notre dernière journée au Costa Rica. Et là, j'ai un pop quiz pour vous. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a déjeuné? Hey, vous êtes bon, vous êtes bon. Je sais pas comment on s'est fait pour deviner. Mais on a mangé du riz et des vines et c'était le temps de dire adios à notre guide Kaylin que vous voyez en haut ici. Notre cher guide, et un dernier adios au Costa Rica pour s'en retourner au Québec. Donc, c'était la fin de notre expérience et on voulait profiter du moment pour remercier les parents qui sont venus chercher leur scout à Montréal et qui nous ont apporté de la nourriture qui était, pour la première fois depuis 2 semaines, pas du riz et des vines. Mais j'ai dit que c'était la fin de notre expérience. C'est pas tout à fait vrai parce qu'un stage comme ça n'a pas vraiment de fin. Moi, je pense qu'en fait, on l'a gardé avec nous et on est revenu au Québec. On est revenu de notre stage au Costa Rica avec une petite partie de la riche culture. Bon, on fait des jokes avec le riz et des vines, mais il y avait beaucoup d'autres saveurs qui étaient excellentes là-bas, autant au niveau de la nourriture. Vous avez pu déjà entendre une petite pièce musicale du Costa Rica, que ce soit aussi avec les arts ou tout simplement une nouvelle langue que encore maintenant plusieurs se servent aujourd'hui, même au Québec. Donc, on est revenu avec la culture, mais aussi avec une certaine conscience. Une conscience sur les produits qu'on achète. Donc, est-ce que ça vient d'une source éthique? William nous a parlé à propos de la palmeraie. Ça nous a conscientisé sur l'huile de palme, mais aussi les petites habitudes. Donc, vous voyez ici la maman de Pierrot et Esther qui enveloppent un repas dans une feuille de bananier. Et c'est des petits gestes-là qui nous font prendre conscience que ici au Québec, on est habitué avec nos plats Tupperware. Les choses peuvent se faire différemment. Puis ça sème une petite graine dans notre pensée pour peut-être faire changer les choses quand on va pouvoir grandir. Bon, on est revenu avec cette conscience-là. On est revenu aussi tous ensemble. On vous a déjà dit, on n'a pas perdu personne, mais tous ensemble, ça veut aussi dire plus unis, plus forts à travers toutes les difficultés, les moments d'adaptation qu'on a dû vivre en tant que groupe, mais aussi individuellement. Parce que je pense qu'on a chacun développé notre capacité d'adaptation et on l'a rapporté avec nous au Québec. Ça nous sert encore à tous les jours. Puis,
finalement, il y a une dernière affaire, mais c'est un petit peu difficile de l'expliquer quand on n'a pas été au Costa Rica, mais je vais faire de mon mieux. C'est comme une manière de vivre, je dirais. Une façon de voir la vie pour profiter de chaque petit instant, profiter du moment présent. Puis j'inviterai tout le groupe à se lever pour le dire avec moi. Donc, du Costa Rica, on a rapporté le Pura Vida. Merci de nous avoir écoutés.